Le jour où tu réalises que tu observes l'esprit est le jour où la souffrance perd son emprise sur toi. T'es-tu déjà réveillé, épuisé, sans avoir rien fait ? Comme si quelque chose dans ta tête avait parlé toute la nuit sans s'arrêter, te jugeant, te pressant, rappelant des erreurs, créant de la peur. Et tu as appelé cela « moi » ? Et si le choc était celui-ci, tu n'as jamais été cette voix, tu fais seulement l'expérience de l'entendre. Toute la douleur que tu ressens naît de l'erreur simple et cruelle de t'identifier à elle, car lorsque tu crois que la voix, c'est toi, chaque pensée devient une condamnation, chaque souvenir une plaie ouverte, chaque peur une vérité absolue. Et c'est précisément pour cela que tu te sens prisonnier, fatigué et éloigné de toi-même, non par manque de force, mais parce que tu as livré ton identité au bruit. Ce que personne ne t'a dit, c'est qu'il existe en toi quelque chose de silencieux qui a toujours regardé tout cela se produire. Et tant que tu essaies de faire taire l'esprit, de lutter contre lui ou d'améliorer la voix, tu ne fais que renforcer la prison. Car le problème n'a jamais été ce que l'esprit dit, mais le fait de croire qu'il est ce que tu es. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est pour briser cette illusion sans l'adoucir. Tant que tu te cherches à l'intérieur de la pensée, tu restes perdu. Rumi n'a jamais enseigné à vaincre l'esprit. Il a pointé vers quelque chose de plus simple et de plus profond, l'observateur qui voit l'esprit passer comme un nuage. Et lorsque cela a été vu pour de vrai, non comme une idée, mais comme une expérience vivante, quelque chose en toi commence à se relâcher. Le poids tombe, l'urgence diminue, et tu comprends que la liberté ne vient pas de changer les pensées, mais de reconnaître qui est celui qui a toujours été là, à regarder, intact, entier, silencieux. Et si tu crois encore être cette voix, alors dis-moi, qui est-ce qui, en cet instant même, remarque qu'elle parle ? Rumi parlait avec la douleur de celui qui s'est perdu en lui-même, et avec la clarté de celui qui est revenu. Sur la voie soufie, on ne construit pas un nouveau moi, on dissout la confusion. Car tandis que l'esprit crie « moi, moi, moi », l'observateur ne demande rien, ne se défend pas, ne s'explique pas, il voit simplement. Et c'est exactement cela que tu vas commencer à reconnaître ici, non comme une théorie, mais comme un choc direct dans ton expérience quotidienne, lorsque tu verras que même le doute à ce sujet est déjà observé, que même la peur de lâcher prise apparaît devant quelque chose de plus vaste. Et quand ce retournement se produit, la voix perd le pouvoir de t'entraîner, parce que tu ne la suis plus, tu la vois. Et voir est le commencement d'une liberté qui ne dépend ni de l'effort, ni de la croyance, ni de l'amélioration de quoi que ce soit, mais simplement du fait de cesser de se confondre. Et si cela te remue maintenant, c'est parce que quelque chose en toi sait déjà que tu n'as jamais été la voix. Tu as toujours été celui qui l'écoute. Et cette perception peut encore aller beaucoup plus loin, ouvrant des couches que tu n'imagines même pas, tant que tu continues à regarder. Tu passes la journée entière à être tiré par des pensées comme si c'était des ordres. Et le plus cruel, c'est que personne ne t'a jamais appris à t'arrêter pour regarder cela. Personne ne t'a jamais dit que cette voix qui commente tout, qui critique, qui met la pression, qui accuse, ce n'est pas toi. Et tant que tu crois qu'elle est toi, tu vis comme un esclave obéissant, courant après des idées qui ne se satisfont jamais, essayant de réparer quelque chose qui n'a jamais été cassé, ressentant de la culpabilité pour des pensées qui ne font que passer. Et plus tu tentes de t'en débarrasser, plus elles semblent commandées, parce que tu te bats contre quelque chose qui n'existe que tant que tu t'y identifies. Et cette identification silencieuse est la racine de ta douleur quotidienne. Observe comment la voix surgit d'elle-même, sans demander la permission. Observe comment elle parle même quand tu ne le veux pas. Observe comment elle change de ton selon la peur, le désir ou le souvenir. Et maintenant, affronte la question qui blesse l'ego. Si tu étais cette voix, comment pourrais-tu l'apercevoir ? Comment pourrais-tu l'entendre ? Comment pourrais-tu remarquer qu'elle change ? Car ce qui change ne peut pas être ce que tu es, et ce qui est vu ne peut pas être l'observateur. Et cette vérité simple, lorsqu'elle est réellement vue, commence à fissurer la prison que tu appelles « moi ». On t'a appris à améliorer les pensées, à remplacer les mauvaises par de bonnes, à répéter des phrases, à contrôler l'esprit. Mais personne ne t'a averti que cela te maintient dans le même jeu parce que c'est encore la voix qui tente de dominer la voix, encore la pensée qui essaie de sauver la pensée. Et au fond, cela ne fait que fatiguer, frustrer, renforcer l'impression que quelque chose ne va pas chez toi, alors que l'erreur n'a jamais été en toi, mais dans la confusion d'identité qu'on t'a enseignée comme normale. Sur le chemin que montrait Rumi, il n'y a pas de guerre contre l'esprit. Il y a une vision claire. Il y a la reconnaissance que l'esprit est un mouvement, comme le vent, comme l'eau, comme les nuages, et que toi, tu es l'espace où tout cela apparaît. Tant que tu te prends pour le nuage, tu vis dans la peur de disparaître,
Quand tu te reconnais comme le ciel, les nuages peuvent aller et venir sans te détruire. Et ce changement n'est pas philosophique. Il est ressenti dans le corps, dans la poitrine, dans la respiration, dans le poids qui commence à tomber. Toute anxiété naît lorsque tu crois la voix qui prévoit le pire. Toute culpabilité naît lorsque tu crois la voix qui ravive le passé. Toute insécurité naît lorsque tu crois la voix qui compare. Vois maintenant le schéma. Ce n'est pas le contenu de la pensée qui crée la douleur, c'est la croyance qu'elle est toi. Et tant que cela n'est pas vu, tu tentes de guérir les symptômes en laissant la racine intacte, répétant des cycles qui semblent différents, mais qui sont toujours la même erreur. Il existe en toi quelque chose qui perçoit la pensée de peur et reste présent. Il existe en toi quelque chose qui perçoit la tristesse et ne disparaît pas avec elle. Il existe en toi quelque chose qui perçoit même le désir de se libérer. Et ce qui perçoit n'est pas blessé, n'est pas perdu, n'est pas brisé. Il a simplement été oublié, enseveli sous des années d'identification. Et tout le véritable travail commence quand tu cesses de chercher à l'extérieur et que tu commences à reconnaître ce regard silencieux qui a toujours été là. La voix dit « tu n'es pas suffisant » et tu souffres. La voix dit « tu vas échouer » et tu te recroquevilles. La voix dit « tu devrais être différent » et tu te rejettes. Mais regarde cela honnêtement. Qui écoute ces phrases? Qui en ressent l'impact? Qui sait qu'elles sont en train de se produire? Car ce qui sait ne dit rien, n'accuse pas, n'exige pas. Il voit simplement. Et dans cette vision naît une distance naturelle, non forcée, non fabriquée. Rumi parlait à ceux qui étaient fatigués d'eux-mêmes, fatigués de leur propre esprit, fatigués d'essayer de se sauver. Et il pointait toujours vers l'intérieur, non pour réparer, mais pour se souvenir. Car lorsque tu te rappelles qui observe, l'effort tombe, la lutte tombe, et la voix continue de parler, mais elle perd le trône, perd le pouvoir de définir qui tu es, comme un son lointain qui ne dirige plus tes pas. Tu n'as pas besoin de faire taire l'esprit pour être libre. Tu n'as pas besoin d'expulser les pensées pour être en paix. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de meilleur. Tout cela sont des pièges de la voix elle-même, car elle promet toujours la liberté dans le futur, à condition que tu lui obéisses maintenant. Et cette promesse ne se réalise jamais, alors que la liberté réelle commence à l'instant où tu reconnais que tu n'es pas la voix qui promet, mais celui qui écoute. Remarque comment même la quête spirituelle est devenue une autre parole de l'esprit, une autre exigence, une autre identité, une autre image de ce que tu devrais être. Et cela aussi fatigue, cela aussi blesse, cela aussi éloigne. Car tant que tu essaies d'être un moi spirituel, tu restes la voix déguisée en lumière et l'observateur demeure oublié, silencieux, attendant d'être reconnu sans effort. La douleur de la persona est cette exhaustion constante à tenter de se maintenir, de soutenir une histoire, de se prouver quelque chose à soi-même. Et tout cela se déroule dans la pensée, tandis que la vie réelle passe inaperçue, tandis que le maintenant est échangé contre des commentaires mentaux. Et lorsque tu commences à observer la voix au lieu de la suivre, quelque chose de simple se produit. Tu redeviens présent sans essayer. L'esprit veut des réponses, des garanties, du contrôle. Mais l'observateur ne veut rien, et c'est pour cela qu'il est libre. Car ce qui n'a pas besoin d'être défendu ne peut pas être attaqué, et ce qui ne dépend pas de la pensée ne peut pas être détruit par elle. Et cette reconnaissance ne te rend pas froid. Au contraire, elle rend une sensibilité qui était bloquée par le bruit constant. Tu commences à remarquer des espaces entre les pensées, non parce que tu les as créés, mais parce qu'ils ont toujours été là. Tu commences à sentir des moments de silence au milieu du chaos, non comme une fuite, mais comme une présence. Et dans ces moments, tu comprends, sans mots, ce que Rumi montrait lorsqu'il parlait de la rencontre intérieure, du retour au foyer qui n'a jamais été perdu. Tant que tu crois être la voix, tu vis en réaction, à te défendre, attaquer, justifier. Quand tu te reconnais comme l'observateur, les réactions diminuent, non par répression, mais par clarté, car il n'y a plus de « moi » imaginaire à protéger sans cesse. Et cette simplicité effraie l'esprit, car il vit de la complication. L'esprit va tenter de s'approprier cela, va dire « maintenant j'ai compris, maintenant je sais ». Mais même cela peut être observé, même cette appropriation peut être vue. Et quand tu vois cela aussi, quelque chose d'encore plus profond s'ouvre, car il ne reste plus personne qui tente de contrôler l'expérience, seulement l'expérience en train de se vivre en toi. Rumi n'a jamais demandé que tu crois, il a demandé que tu vois, que tu éprouves, que tu sentes. Car la vérité qui libère n'est pas une idée nouvelle, c'est la fin d'une confusion ancienne. Et cette confusion a toujours été de croire que tu étais ce qui passe, ce qui parle, ce qui change, alors que tu as toujours été ce qui demeure. Observe maintenant, pendant que tu lis, il y a une pensée qui lit, il y a une voix qui interprète, et il y a quelque chose qui perçoit tout cela, silencieux, éveillé, entier.
Et cela n'a pas commencé maintenant, ne finira pas plus tard, ne dépend pas de cette vidéo. Cela est simplement en train d'être rappelé comme quelque chose d'évident, oublié depuis trop longtemps. L'autorité de ce chemin ne vient pas des théories, mais de l'expérience directe, de cette reconnaissance simple et profonde qui traverse les siècles, les noms, les traditions, et que Rumi a vécu, indiqué et laissé comme invitation, non pour créer des adeptes, mais pour dissoudre les illusions. Tant que tu continueras à te prendre pour la voix, tu continueras à souffrir de chaque phrase qui surgit. Lorsque tu commenceras à te reconnaître comme l'observateur, la voix continuera de parler, mais tu ne tomberas plus avec elle. Et c'est un basculement qui ne se termine pas ici. Il ne fait que commencer, s'approfondissant de plus en plus à mesure que tu continues d'observer, de percevoir, de demeurer. Et plus tu reconnais cet observateur, plus des questions surgissent, non de l'esprit, mais du silence. Plus des couches se révèlent, plus de liberté apparaît sans effort, et cela ouvre un chemin qui ne se referme pas, car désormais, tu sais que tu n'as jamais été la voix. Tu as toujours été celui qui l'observe. Lorsque tu crois être la voix, tu vis en état d'alerte, toujours en train de réagir, toujours à tenter de te protéger de pensées qui surgissent sans demander la permission. Et cela crée une tension constante dans la poitrine, comme si tu étais toujours en retard sur ta propre vie, parce que la voix n'est jamais satisfaite de l'instant présent. Elle veut toujours corriger, expliquer, prévoir, juger. Et tant que tu lui obéis, tu t'éloignes du seul lieu où la paix existe, qui est le simple acte d'observer, car observer ne demande ni défense, ni explication, ni identité, seulement la présence. La voix dit que tu devrais être plus avancé, plus calme, plus fort, plus éveillé, et tu la crois. Et en la croyant, tu crées une guerre intérieure qui ne finit jamais, parce que la voix invente toujours une nouvelle norme impossible. Tu cours après, fatigué, frustré, avec l'impression de ne jamais arriver, alors que tout cela se déroule à l'intérieur de quelque chose qui n'a jamais bougé, ne s'est jamais perdu, n'a jamais été en retard. Et ce quelque chose, c'est toi. Non comme une idée, mais comme celui qui voit la course se produire. Observe comment la voix change selon le jour, selon l'humeur, selon la peur, selon la mémoire, et pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Comment quelque chose d'aussi instable pourrait-il être ce que tu es ? Comment ce qui apparaît et disparaît pourrait-il définir ton essence ? Et cette question n'est pas faite pour être répondue avec des mots, mais pour être ressentie dans le corps, dans le silence qui surgit, lorsque tu perçois qu'il y a en toi quelque chose qui ne change jamais, pendant que tout change. Rumi pointait toujours vers cet endroit sans nom, cet espace intérieur où l'esprit se rend parce qu'il n'y trouve rien à quoi s'accrocher. Et c'est pour cela que l'ego craint cette reconnaissance, car l'ego n'existe que tant que tu crois être la voix, tant que tu t'identifies au récit, et au moment où tu vois le récit comme un récit, quelque chose commence à mourir, pas toi, mais l'illusion qui te maintenait prisonnier. Toute la douleur émotionnelle que tu portes a été nourrie par des pensées répétées, par des histoires que tu t'es racontées si souvent qu'elles ont fini par paraître vraies. Et personne ne t'a jamais dit que ces histoires n'ont de pouvoir que tant que tu crois qu'elles sont toi, car à l'instant où tu les observes, elles perdent leur force, comme un écho qui se dissout lorsque tu ne réponds pas. L'esprit dit « c'est moi, c'est à moi, cela me définit » et tu te recroquevilles à l'intérieur de ces phrases, mais l'observateur ne dit rien, n'affirme rien, ne se défend de rien. Et c'est précisément pour cela qu'il est libre, car ce qui ne se définit pas ne peut pas être limité, et ce qui ne s'attache pas aux pensées ne peut pas être blessé par elles. Tu as été entraîné à vivre dans la tête, à tout résoudre par la pensée, à tout expliquer par des mots. Et cela a créé une immense distance entre toi et la vie réelle, parce que la vie se produit avant que la voix ne la commente. Et lorsque tu commences à observer, tu recommences à sentir, à percevoir, à être, sans avoir besoin de tout comprendre. Et cette simplicité est profondément guérisseuse. L'anxiété diminue, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne te perds plus dans les histoires que l'esprit crée à leur sujet. La tristesse passe sans laisser de cicatrices parce que tu ne t'y identifies pas. La peur apparaît et s'en va parce que tu ne construis pas une identité autour d'elle. Et cela n'arrive que lorsque tu reconnais, encore et encore, que tu n'es pas la voix, mais celui qui l'observe. Rumi parlait à ceux qui étaient fatigués de se porter eux-mêmes, fatigués d'essayer de se soutenir comme une idée. Et il montrait que le véritable repos ne vient pas de l'arrêt de la pensée, mais de la fin de la confusion avec la pensée. Car lorsque cette confusion tombe, la vie continue, mais le poids, lui, disparaît. L'esprit va tenter d'utiliser cela pour se sentir spécial. Il va dire « je suis l'observateur ». Mais même cela peut être vu, même cette appropriation peut être observée. Et lorsque tu le perçois, quelque chose d'encore plus profond se révèle. Car tu vois que même l'idée d'observateur est observée,
et le silence s'approfondit. Tu commences à réaliser que tu n'as jamais été brisé, seulement distrait, jamais perdu, seulement identifié, jamais loin, seulement en train de regarder au mauvais endroit. Et cette reconnaissance apporte une paix étrange, simple, sans euphorie, sans promesse, juste la sensation d'être chez soi. Tant que tu croiras être la voix, tu continueras à essayer de contrôler la vie, de contrôler les autres, de te contrôler toi-même. Et cela fatigue, cela blesse, cela endurcit. Mais lorsque tu te reconnais comme l'observateur, le besoin de contrôle diminue, parce que tu vois que la vie se déroule sans avoir besoin de ton intervention constante. La souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de l'histoire que la voix crée à propos de ce qui arrive. Et tant que tu vis à l'intérieur de cette histoire, tout semble personnel, tout semble une menace, tout semble une preuve contre toi. Mais lorsque tu observes, l'histoire perd son centre, et la vie recommence à être vécue, non interprétée. Rumi n'offrait pas des réponses toutes faites, il offrait un regard. Et ce regard traverse les siècles parce qu'il ne dépend ni de la culture, ni de la croyance, ni de l'effort, mais seulement d'une honnêteté intérieure, du courage de voir que tu n'as jamais été ce qui parle mais ce qui écoute. La voix dit « je », mais ce qui perçoit ce « je » ne dit rien, il sait simplement. Et ce savoir n'est pas intellectuel, il est direct, immédiat, simple. Et lorsque tu touches cela, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose en toi reconnaît la vérité sans avoir besoin de preuves. Tu commences à voir que même le désir de t'éveiller est une pensée, que même la quête spirituelle est une voie. Et ce n'est pas pour dévaloriser la quête, mais pour la libérer, car lorsque tu observes même le chercheur, le poids de la recherche tombe, et ce qui reste est une présence vivante. L'observateur n'a pas besoin de temps, n'a pas besoin de progrès, n'a pas besoin de comparaison. Il est ici avant toute pensée de passé ou de futur, et plus tu te reposes dans cette reconnaissance, plus la vie s'organise d'elle-même, sans effort mental. L'autorité de ce chemin ne réside pas dans des promesses, mais dans l'expérience directe que tu peux vérifier maintenant, à cet instant, en remarquant qu'il y a en toi quelque chose qui voit la pensée surgir, changer, disparaître, sans disparaître avec elle. Tant que tu continueras à te confondre avec la voix, tu vivras comme un personnage de ta propre pensée. Mais lorsque tu te reconnais comme l'observateur, tu cesses d'être un personnage et redeviens espace. Et tout se déroule en toi sans te détruire. Et plus tu demeures dans l'observation, plus cela devient profond, plus des couches tombent, plus le silence apparaît. Et de nouvelles questions surgissent, non de l'esprit agité, mais de cet espace vivant qui commence à se révéler de plus en plus, tandis que tu continues d'observer. Il existe une fatigue profonde qui naît lorsque tu passes des années à tenter de t'expliquer à ta propre pensée, à te justifier devant des pensées qui n'écoutent jamais. Et cette fatigue ne vient pas de la vie, elle vient de l'identification constante à la voix qui commande tout. Car tant que tu crois être cette voix, tu ne te reposes jamais, tu ne te tais jamais intérieurement, tu ne rentres jamais chez toi. Tu vis en négociation permanente avec toi-même, et cet exil intérieur devient si normal que tu oublies qu'il existe une autre manière d'exister, simple, présente, en train d'observer. La voix parle en toi même quand rien ne se passe. Elle crée des problèmes là où il n'y avait que de l'espace, invente de l'urgence là où il n'y avait que l'instant. Et tu obéis, parce que tu crois qu'elle est toi. Et cette erreur crée une vie entière vécue dans la tête, pendant que le corps respire, que le monde se déploie, et que l'observateur demeure oublié, comme s'il était invisible parce que trop évident. Lorsque tu commences à observer la voix, quelque chose d'étrange se produit. Tu remarques qu'elle n'a aucune force propre, qu'elle ne se maintient que par ton attention. Et cela démontre l'idée que tu es prisonnier, car ce qui dépend de ta croyance pour exister ne peut pas être ce que tu es. Et cette perception commence à rendre un pouvoir silencieux. Non pas le pouvoir de contrôler, mais celui de ne plus être emporté. Rumi parlait à des personnes brisées intérieurement, sans offrir de consolation facile, mais en pointant une vérité qui fait mal à l'ego. Tu souffres parce que tu t'es confondu avec ce qui passe. Et tant que tu essaieras de sauver l'esprit, tu continueras à souffrir avec lui, car l'observateur n'a pas besoin d'être sauvé, seulement reconnu. L'esprit dira que c'est dangereux, que tu vas perdre le contrôle, que tu vas cesser d'être quelqu'un. Et cette peur révèle précisément le point central, car l'ego n'existe que tant que tu crois être la voix. Et lorsque cette croyance commence à tomber, l'ego réagit comme s'il était en train de mourir, créant encore plus de bruit, encore plus de doute, encore plus de résistance. Observe comment même la résistance peut être observée, comment même la peur de lâcher prise peut être vue. Et cela révèle quelque chose de simple et de dévastateur. Il n'existe aucune pensée qui ne puisse être observée. Et si tout peut être observé, alors rien de tout cela n'est toi. Et cette clarté n'est pas froide, elle est libératrice,
car elles rendent la légèreté à un cœur fatigué de se porter lui-même. Tu n'as pas besoin de lutter contre les pensées négatives, car cette lutte part déjà de l'idée qu'elles sont toi. Et sur le chemin que Rumi indiquait, on ne combat pas le flux, on reconnaît l'espace. Et lorsque l'espace est vu, le flux perd le pouvoir de te définir, même s'il continue d'exister. La persona souffre parce qu'elle croit tout ce qu'elle pense, parce qu'elle prend chaque pensée pour une identité, un destin, une sentence. Et cette souffrance se répète chaque jour, avec des thèmes différents, mais toujours la même racine, tandis que l'observateur assiste à tout cela, sans être blessé, attendant d'être rappelé. Il y a une dignité profonde dans la reconnaissance de l'observateur, car tu cesses de t'humilier devant ta propre pensée, tu cesses de demander la permission aux pensées pour exister, tu cesses de négocier ta paix avec des histoires intérieures. Et cela crée une stabilité silencieuse qui ne dépend ni de l'opinion, ni de la validation, ni de l'accomplissement. Rumi n'appelait pas à cela une technique ni une méthode, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on voit. Et tant que tu essaies de faire, tu restes la voix qui tente d'arriver quelque part. Mais quand tu vois, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose en toi reconnaît la vérité et ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. L'esprit veut toujours projeter cela dans le futur, en faire un objectif, un progrès, un chemin. Mais l'observateur est toujours maintenant, avant tout plan, avant toute pensée. Et plus tu te reposes dans cette reconnaissance, plus la vie commence à se mouvoir sans friction intérieure. Tu commences à remarquer que de nombreuses décisions qui semblaient difficiles n'étaient que des conflits de pensée. Et lorsque tu observes, au lieu de te confondre, la clarté surgit sans effort, non comme une réponse prête, mais comme un sentiment d'alignement avec le réel. La voix veut contrôler même le silence, veut s'approprier l'expérience, veut dire « c'est à moi ». Mais lorsque tu perçois cela aussi, le silence s'approfondit encore, car il ne reste plus personne pour revendiquer quoi que ce soit, seulement une présence consciente. Rumi pointait vers ce vide plein, cet espace vivant qui n'est pas une absence mais une plénitude. Et tant que tu tentes de remplir le vide avec des pensées, tu le fuis. Mais lorsque tu observes, tu découvres qu'il n'y a jamais eu de vide, seulement assez d'espace pour que tout arrive sans te détruire. L'autorité de cet enseignement traverse les siècles parce qu'elle ne dépend pas d'une croyance culturelle, mais uniquement de l'expérience directe d'observer la pensée se produire maintenant, et de remarquer que quelque chose en toi demeure intact pendant que tout passe. Tu commences à vivre avec moins de réactions, moins de défense, moins de tension. Non parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu as cessé de te confondre avec le bruit. Et cela transforme les relations, les choix, les silences, sans avoir besoin d'annoncer un quelconque changement. Tant que tu te nommes la voix, tu continueras à vivre à l'intérieur d'histoires. Lorsque tu te reconnais comme l'observateur, tu commences à vivre la vie telle qu'elle est, sans filtre constant, sans commentaire obligatoire. Et cela rend une simplicité qui semblait perdue. L'esprit peut continuer à parler toute ta vie, et ce n'est pas un problème. Le problème a toujours été de croire qu'il était toi. Et lorsque cette croyance tombe, même partiellement, la liberté commence à se révéler par couches de plus en plus profondes. Rumi a vécu et montré ce chemin non comme une théorie, mais comme une expérience vivante. Et c'est cette autorité silencieuse qui soutient tout cela, car il ne s'agit pas de croire aux mots, mais de regarder en soi et de voir par soi-même. Et plus tu observes, plus des questions surgissent. Non pour être répondues par l'esprit, mais pour être dissoutes dans la clarté. Et ce mouvement ne se termine pas, il ne fait que s'approfondir, tandis que tu demeures en train de reconnaître, instant après instant, que tu n'as jamais été la voix, mais toujours celui qui l'observe. Il existe un moment silencieux où tu réalises qu'avoir passé toute ta vie à tenter de convaincre ta propre pensée que tout allait bien, à négocier avec des pensées qui ne se satisfont jamais. Et à cet instant naît une douleur fine, presque invisible, parce que tu comprends que tu n'as jamais été entendu, puisque celui qui parlait n'a jamais été toi. C'était seulement la voix. Et toi, l'observateur, tu étais resté oublié, attendant patiemment pendant que tu te confondais avec le bruit. La voix crée une identité à chaque seconde, dit qui tu es, qui tu devrais être, qui a échoué, qui doit changer. Et tu la crois parce qu'on ne t'a jamais montré d'autre option, parce qu'on ne t'a jamais dit que ce récit n'existe que parce que quelqu'un l'écoute. Et lorsque tu commences à observer, l'identité commence à se desserrer, comme un vieux nœud qui perd sa force sans être tiré, simplement vu. Rumi pointait vers ce voir simple, parce qu'il savait que tant que tu tentes de te corriger, tu restes prisonnier. Mais lorsque tu observes, quelque chose se dissout tout seul. Et cette dissolution n'est pas une perte, c'est un soulagement, la fin d'une guerre intérieure que tu ne savais même pas que tu menais chaque jour en te réveillant et en t'endormant. Tu perçois alors que la voix peut crier, accuser, prédire des tragédies.
Et pourtant, quelque chose en toi demeure entier, intact. Et cette perception change tout, car tu cesses de vivre comme un otage de la pensée, et tu commences à vivre comme présence, non comme concept, mais comme expérience ressentie maintenant. Et plus tu demeures dans cette reconnaissance, plus il devient clair que cette voix n'a jamais été ton essence, n'a jamais été ta vérité, n'a jamais été ton foyer, tandis que l'observateur a toujours été ici, avant tout mot, avant toute peur, silencieux, vivant, attendant d'être reconnu encore une fois, pendant que de nouvelles couches de cette découverte continuent de s'ouvrir en toi. Si quelque chose en toi a ressenti un choc maintenant, ce n'était pas l'esprit qui comprenait, c'était l'observateur qui se reconnaissait un instant. Et cela change tout, car à partir d'ici, tu ne peux plus faire semblant d'être seulement la voix qui parle. Reste ici sur la chaîne pour approfondir cette reconnaissance dans la vie réelle, au cœur de l'anxiété, de la peur, des relations et du silence, car ceci n'est pas un contenu à consommer, mais un regard à soutenir. Abonne-toi, active la cloche et reviens, parce que plus tu observes, plus des couches de cette liberté se révèlent sans effort.